Très heureux de vous retrouver pour vous présenter les faits marquants de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue ce soir encore. Cette affaire qui défraie la chronique depuis plusieurs jours déjà, l'assassinat du danseur Abdou Aziz Ba. L'enquête avance et les Sénégalais espèrent qu'elle permettra de déterminer les circonstances exactes de la mort d'Aziz et son neveu. Aux autorités, ils demandent de réfléchir sur le rétablissement de la peine de mort. En santé, ces rumeurs sur la présence de la variole du singe au Sénégal, des rumeurs infondées selon le ministère sénégalais de la Santé, mais pour parer à toute éventualité, le comité de gestion des épidémies a activé le centre des opérations d'urgence sanitaire. La réaction du directeur du COUS, Dr Pape Samba Dieye, dans ce journal. États généraux du transport public. Après le séminaire de préparation qui s'est tenu entre le 18 et le 23 juillet dernier, les acteurs du secteur ont remis les conclusions de leurs travaux ce matin au ministre des Infrastructures, des Transports aériens et terrestres. Un travail qui a permis de s'entendre sur les sujets à discuter lors des États généraux du transport prévus en septembre prochain. Et enfin, dans le secteur minier, le gouvernement du Sénégal suspend jusqu'au 30 juin 2027 la délivrance de permis d'exploration et d'exploitation minière dans la zone couvrant la Falémé. Dans un communiqué rendu public ce mardi, le ministère invite les populations riveraines à dénoncer tout individu qui tentera d'enfreindre la présente mesure. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Le meurtre d'Aziz Dabala installe la psychose chez beaucoup de Sénégalais résidant dans la banlieue face à la recrudescence de ces cas d'homicide volontaire. Les citoyens sénégalais disent leurs préoccupations. Ils sont nombreux à encourager le retour de la peine de mort. Dans ce reportage qui suit, un des intervenants nous raconte comment il a perdu son frère dans des circonstances semblables, similaires plutôt à celles du défunt danseur. Reportage Omar Thiam. L'affaire Aziz Dabala a le malheur de réveiller une vieille plaie chez cet homme. Des années en arrière, une personne qui lui est chère a perdu la vie dans des conditions presque similaires. Mon petit frère Babacar Diagne a perdu la vie dans les mêmes conditions. C'était lors d'un combat de lutte à Gounas. Le comble est que les meurtriers s'en sortent presque avec des peines légères. À leur sortie de prison, ils se glorifient de leur passé. Ces deux jeunes dénoncent avec la toute dernière énergie la recrudescence des cas de meurtre. Ce n'est pas la première fois qu'ils entendent des cas de meurtre aussi sordides. C'est la raison pour laquelle ils ont voulu témoigner, mais sous couvert de l'anonymat. Le cas Aziz Dabala doit servir de point de départ aux nouvelles autorités. Elles ont la chance de donner l'exemple. Nul n'est à l'abri, comme vous pouvez le constater. Nous habitons la banlieue et ce genre de situation est quasi quotidien. La peine de mort, abolie depuis des décennies, il prêche son grand retour, car, disent-ils, elle réglera définitivement les nombreux cas d'homicide volontaire. Il n'y a pas plus miséricordieux que le Tout-Puissant, alors que lui-même demande à ce que les meurtriers subissent le même sort infligé à leurs victimes. Une semaine après leur sortie de prison, ils récidivent. Les autorités doivent sévir. L'affaire Aziz Dabala aura ému le Sénégal tout entier, de par les circonstances dans lesquelles les choses se seraient déroulées. Néanmoins, la caducité des lois actuelles font que les meurtriers s'en sortent indemnes. C'est la forte prémonition de nos interlocuteurs. En santé, depuis que l'OMS a déclaré l'épidémie de Mpox ou variole du singe, une urgence de santé publique à portée internationale, notre pays se prépare à la riposte. D'ailleurs, le comité de gestion des épidémies a activé le centre des opérations d'urgence sanitaire. Dr Pape Samba Dieye, directeur du COUS, se rassure pour le moment aucun cas de Mpox n'est enregistré. Un dispositif de surveillance est mis en place au niveau de l'aéroport et du port. Voilà. Et bientôt au niveau des frontières terrestres. Nous suivons sa réaction. Il est avec Ndefatouat. Le Sénégal a eu réunir son comité national de gestion des épidémies qui a analysé la situation épidémiologique au niveau international et au niveau national et qui a formulé des recommandations. Et parmi ces recommandations, il y a l'activation du centre des opérations d'urgence à un niveau faible pour permettre de renforcer la préparation du pays, mais aussi de faire une surveillance active, en tout cas une surveillance importante de cette maladie-là,
pour une détection précoce et mettre en place le dispositif de prise en charge le plus rapidement possible. Le système de gestion d'incidents a été mis en place avec un gestionnaire d'incidents qui travaille avec son équipe, qui a déjà élaboré son plan d'action d'incident, qui décrit quelles sont les actions prioritaires que nous devons mener dans un court délai pour pouvoir renforcer notre état de préparation et atteindre les objectifs qui nous sont assignés par les autorités. Pour lutter contre contre le tabagisme plutôt au Sénégal, la Ligue sénégalaise contre le tabac interpelle les nouvelles autorités sur la gravité de la situation. À travers un communiqué, la LISTAB souligne l'existence de ces produits dans des espaces publics comme des plages et restaurants à Dakar. De nombreux jeunes utilisent aujourd'hui les cigarettes électroniques très présentes sur le marché. Compte rendu Moussa Mané. Un communiqué pour alerter sur la gravité de la situation. Les espaces publics sont aujourd'hui enfumés par l'usage de la chicha ou des cigarettes électroniques. Cette situation inquiète la Ligue sénégalaise contre le tabac. Il s'agit des plages et certains restaurants qui sont en tout cas proches donc, de la plage. Donc nous avons jugé nécessaire vraiment d'alerter les populations, mais aussi le gouvernement donc, pour prendre les responsabilités par rapport donc, à ce fléau. Selon la LISTAB, l'industrie cible des jeunes pour perpétuer ses profits et créer ainsi une nouvelle génération de personnes dépendantes. Seule une loi peut permettre de freiner cette problématique. C'est l'usage donc, de cette cigarette électronique qui est détournée aujourd'hui, parce qu'à travers cette cigarette électronique, on y fume donc du chanvre indien, donc format liquide, je l'ai dit, mais également des drogues de synthèse, okay, comme on l'appelle souvent le PTC, pétron-crâne. Donc c'est des drogues de synthèse donc, qui sont en tout cas le plus souvent utilisées par les jeunes. L'urgence, c'est le retrait immédiat du produit sur le marché. La chicha est présente aujourd'hui dans pratiquement tous les restaurants à Dakar, mais particulièrement également à la plage. Parce que vous allez vers les plages de Ngor, de Besseyao, de Malibu, en tout cas pratiquement l'ensemble des plages fréquentées par les jeunes aujourd'hui, vous y trouvez donc la consommation de la chicha, parce que les gens sont en train de le louer sur place. Ils invitent cependant les nouvelles autorités à prendre des mesures idoines afin de mieux lutter contre cette situation. À Malika, l'amélioration du plateau médical est exigée pour un meilleur accès des populations aux soins. Les acteurs de santé haussent le ton pour l'érection d'un centre de santé afin de mieux répondre aux exigences de l'heure. Suivant ce reportage de Bakary, qui est notre reportage dans la banlieue de Dakar. Les acteurs de santé de Malika plaident pour l'amélioration de la qualité des structures sanitaires, c'est pour un meilleur accès aux soins de santé publique. Mais quand même, si vous voyez cela, je pense bien que cela tourne autour d'un seul désir, qui est le fait donc d'avoir un centre de santé donc au niveau de la commune de Malika. Bon, c'est ça le doléance donc de la population malikoise, c'est ça que nous avons besoin pour pouvoir prendre certaines préoccupations donc sur le plan de la santé. Le maire porte ainsi le plaidoyer. Bien de doter les structures de santé de médicaments, mais c'est encore mieux de recueillir des doléances et les insuffisances qu'on a constatées ensemble. Et on va veiller à apporter des remèdes. Le centre de santé, il ne reste que le financement. On a l'espace idoine pour recevoir ce centre de santé. La santé, un des domaines de transfert de compétences. Le fait de décentraliser les structures de santé jusqu'au fin fond de la population, c'est pour leur permettre quand même d'intégrer ces structures-là, de réfléchir ensemble avec le personnel de santé, de culter tous les problèmes de santé, essayer de voir les facteurs, qu'est-ce qui sont en cause, les facteurs favorisant ce problème, mais aussi d'essayer de voir avec cette population-là quelles sont les ébauches de solutions, faire le plan d'action, exécuter le plan qu'on a mis en œuvre et faire une évaluation. Rappelons que le maire est venu en appui au poste de santé en les dotant de médicaments. La cérémonie de remise de ces médicaments s'est tenue ce matin.
Un reportage de Bakary Cissé, notre correspondant dans la banlieue de Dakar. Dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, le Conseil interministériel de ce mardi a adopté des mesures décisives pour la modernisation du secteur. Parmi les principales réformes, on note la tenue de concertation nationale pour établir une stratégie de gestion durable et l'élaboration d'une nouvelle lettre de politique sectorielle alignée sur les objectifs du projet et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Une attention particulière sera ainsi accordée à l'élaboration d'un programme national d'accès sécurisé à l'eau et à l'assainissement prévu pour fin mars 2025, ainsi qu'à la révision du code de l'eau et à la création de la haute autorité de régulation, un plan de desserte équitable en eau potable pour les zones comme le lac de Guiers est également prévu pour l'hydraulique rurale, bien que le taux d'accès ait atteint 96,9%. Des disparités subsistent notamment dans des régions de Kolda, Kédougou, Sédhiou, Tamba et Ziguinchor. Le suivi de la mise en œuvre des décisions sera assuré par le ministre secrétaire général du gouvernement avec un besoin de financement estimé à 1627 milliards de francs CFA. Ces mesures visent à renforcer l'accès à l'eau potable et à garantir une gestion efficace des ressources hydriques au Sénégal. Après le séminaire de préparation des États généraux du transport public avec des acteurs sociaux professionnels, le ministre des Infrastructures a présidé aujourd'hui la cérémonie de restitution des conclusions des travaux. 4 jours de discussion ont permis de trouver des points d'accord sur les sujets à débattre lors des États généraux du transport. Certains points sur lesquels les intervenants ne sont pas tombés d'accord seront également débattus. Suivant le compte-rendu de Mamadou Kanté et Pape Ousmane Gam. Clap de fin du séminaire de préparation des États généraux du transport public. Après 3 jours d'échanges avec les participants issus du secteur pour harmoniser leurs positions et établir un cadre de travail commun, l'heure est au bilan. Nous avons accueilli respectivement 330, 302 et 248 participants. Cette mobilisation remarquable souligne non seulement l'ampleur des enjeux, mais aussi l'engagement de tous les acteurs des différents secteurs. Deuxième du genre, après celui avec les acteurs étatiques, ce conclave a permis de faire un diagnostic sans complaisance des transports terrestres, ferroviaires et aériens. Toutefois, je note que des divergences subsistent sur certaines questions. Loin d'être des obstacles, ces désaccords doivent être perçus comme des opportunités pour approfondir notre réflexion. Une occasion pour les acteurs des différents sous-secteurs des transports de faire connaître leurs attentes. Pour le permis à points, c'est parce qu'on ne sait pas qui est-ce qui va les enlever et comment il va faire. On n'a pas eu de point de divergence lors de nos discussions. Néanmoins, on a des questions concernant la cohabitation entre les VTC et les autres moyens de transport. Après différentes interpellations, le ministre donne déjà des gages. Je suis convaincu qu'à travers un dialogue constructif et une concertation continue, nous parviendrons à des accords qui renforceront notre secteur et répondront aux attentes de nos concitoyens. Selon le ministre, ces séminaires de préparation permettent de faciliter le travail. Et après en avoir tenu avec tous les acteurs, direction maintenant vers les États généraux, prévus au mois de septembre 2024. En bref, le nouveau directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, Jean-Michel Sène, en conférence de presse ce mardi, a annoncé avec succès la renégociation d'un contrat d'électrification rurale d'une valeur de près de 100 milliards de francs CFA. Cette renégociation permet d'élargir le nombre de villages à électrifier, passant de 1500 à 1740, tout en réduisant les coûts de manière significative. Le nouveau contrat met l'accent sur le contenu local avec 50% des travaux attribués à des entreprises sénégalaises. Il comprend également un transfert de technologie et la formation de jeunes Sénégalais.
En bref, toujours la compagnie pétrolière Woodside a officiellement annoncé le dépôt de sa plainte au tribunal de Dakar. C'est pour contester le montant de l'impôt que lui réclame le fisc sénégalais. La compagnie pétrolière déclare que la majorité de ce que lui réclame le fisc concerne l'application d'une exonération qui s'appliquait pendant la phase de développement du projet. En effet, la compagnie qui exploite le gisement de pétrole de Sangomar s'est vue infliger un redressement fiscal de plus de 41 milliards de francs CFA. Toujours en bref, la délivrance de permis d'exploration et d'exploitation minière dans la zone couvrant la Falémé est suspendue jusqu'au 30 juin 2027. Dans un communiqué rendu public ce mardi, le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines rappelle que le gouvernement du Sénégal a examiné et adopté en Conseil des ministres le 19 juillet 2024 le projet de décret portant interdiction des activités minières et d'octroi de permis d'exploitation dans la zone du fleuve Falémé. Le ministère signale par conséquent que toute opération minière ou délivrance de titres miniers autour de la rive gauche du fleuve sont formellement interdites sur un rayon de 500 mètres. Il invite les populations riveraines à dénoncer auprès des autorités administratives ou des forces de défense et de sécurité tout individu qui tentera d'enfreindre la présente mesure. En politique, certaines personnes trouvent de plus en plus de problèmes entre le président de la République et son premier ministre Ousmane Sonko. Des rumeurs infondées selon le journaliste Abdoulaye Mbow. L'analyste politique estime que ces allégations sont l'œuvre de personnes mal intentionnées car jusqu'ici aucun acte posé par l'un ou par l'autre ne montre un début de conflit entre les deux collaborateurs. Il n'y a aucune source officielle qui justifie une dualité entre le président de la République et son premier ministre Ousmane Sonko. Une affirmation de Abdoulaye Mbow. L'analyste politique invite les Sénégalais à ne pas se fier aux déclarations sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune information officielle sur laquelle on peut s'appuyer pour dire qu'il y a une dualité. Ce n'est ni en termes de propos, ce n'est ni en termes de démarche, ce n'est ni en termes de prise de position. Maintenant, est-ce que nous devons nous référer à des personnes qui sont à la périphérie de la périphérie et par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans le régime au niveau du palais pour véritablement leur accorder véritablement une position qui pourrait nous amener à dire que ces personnes ont raison. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faudra faire très attention. Se prononçant sur le retour de Ousmane Sonko dans l'arène politique sénégalaise, Abdoulaye Mbow estime que c'est tout à fait normal que le Premier ministre œuvre dans la massification. Je crois bien qu'il est politique d'abord, avant d'être Premier ministre. Il est Premier ministre et il est chef de parti. Donc il est tout à fait normal qu'à un moment donné, qu'il puisse véritablement redescendre sur le terrain, être dans l'animation, être dans la massification, parce que quand même, nous sommes dans un contexte lié à une possible dissolution de l'Assemblée nationale. Un retour qui pourrait réanimer l'espace politique au moment où l'opposition s'est mobilisée autour d'une grande alliance. Une alliance qui ne pèse tout de même pas lourd si l'on se fie à ses dires. Le plus important, c'est de voir ce qu'il y a derrière eux. Est-ce qu'ils vont travailler à avoir une masse de militants? C'est la chose la plus essentielle. 20-50 personnes peuvent se retrouver autour d'une coalition qu'on dira coalition XXL. Alors c'est une coalition taille L ou taille M, parce que tout simplement sur le plan politique, ils n'ont pas de bonnes assises. Sur le plan électoral, ils n'ont pas une bonne représentativité. Abdoulaye Mbow est aussi revenu sur la dissolution des institutions. Sur ce, il estime que c'était une promesse électorale. Mais non, reste à savoir si la coalition majoritaire Benno Bokk Yakaar va laisser passer cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Justement, Dieynaba Oumar Sow, l'Assemblée nationale convoquait ce jeudi prochain la dissolution du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales est au menu de la session parlementaire. Un premier défi pour le nouveau gouvernement qui risque de se heurter à la majorité de Benno à l'Assemblée nationale. La pertinence et la réussite du choix de la dissolution des deux institutions suscitent des interrogations légitimes au regard du rapport de force entre la majorité parlementaire et la majorité présidentielle. La dissolution pourrait être rejetée par le groupe parlementaire contrôlant a priori près de 83 voix. Le groupe parlementaire du PASTEF ne peut à lui seul faire adopter la dissolution sans le soutien des groupes de Wallu Sénégal, du PDS, de Taxawu et des non-inscrits et la complicité de certains députés de la coalition
dissolution majoritaire. L'impasse de la dissolution par les députés est quasi certaine, à moins que les présidents de groupe ne trouvent un large consensus entre les lignes de ce sinueux chemin de la dissolution des deux conseils. Se profile à l'horizon le conflit virtuel entre l'exécutif et le législatif au sujet de la dissolution probable de l'Assemblée nationale par le chef de l'État. La menace d'un projet de loi devant rendre impossible la dissolution du Parlement par le président de la République, par le groupe majoritaire, présage le rejet de la volonté de dissolution. La dissolution des deux conseils et de l'Assemblée nationale sera donc une des questions majeures de la vie politique nationale. Le référendum reste un choix politique possible pour le président de la République. Le peuple souverain est un recours légal et légitime si la dissolution est impossible par la voie parlementaire. Autrement dit, un référendum constitutionnel permettrait aux acteurs politiques de savoir réellement ce que pensent les citoyens en matière de réforme et de dissolution du Conseil économique, du Haut Conseil et En bref, à Dakar, ce mardi, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, avait effectué du 27 au 29 août une visite officielle au Sénégal, en Mauritanie et en Gambie. À Dakar, Nouakchott et Banjul, Sanchez rencontrera respectivement les chefs d'État de ces trois pays. Évidemment, il y a les questions économiques, mais le cœur de cette visite sera le renforcement des moyens de lutte et la collaboration pour contrer la migration irrégulière. Ces trois pays constituent des zones de départ des migrants à la recherche d'un ailleurs meilleur après un été 2023 particulièrement meurtrier. Les îles Canaries ont reçu plus de 22 304 migrants irréguliers entre début janvier et mi-août. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Je vous retrouve demain à 20h pour une autre édition. Merci et au revoir.